chaque personne sur Terre mérite de mener une vie saine. Mais dans de nombreuses régions d'Afrique, les gens n'ont pas accès à des médicaments de qualité à un prix abordable. Afin de changer cela, Shalina Healthcare a été fondée il y a plus de 30 ans en ayant pour mission de fournir des produits pharmaceutiques de qualité, facilement accessibles et à des prix abordables aux Africains qui en ont le plus besoin. Our mission to provide quality medicines that are affordable and available guides every decision that we make here at Shalina Healthcare. From which new products to launch, to the investments in our manufacturing plant, and to where to open a new distribution depot in Africa. We do this because real lives are at stake and we are passionate about making a meaningful contribution in Africa. Avec l'augmentation prévue de la population en Afrique au cours des prochaines années, de plus en plus de personnes ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments abordables et de qualité. C'est pourquoi son marché pharmaceutique connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Shalina a participé à cette croissance au fil des ans et est devenue l'une des organisations les plus fiables en Afrique subsaharienne, avec un portefeuille diversifié de marques leaders du marché et plus de 350 produits dans 12 catégories thérapeutiques approuvées à la fois par les patients et les médecins. Étant donné que la qualité est un aspect fondamental chez Shalina, tous nos médicaments proviennent d'usines approuvées par l'OMS et ils sont soumis à des contrôles de qualité dans des laboratoires en Inde et en Chine afin de garantir le respect des normes de qualité les plus strictes. Notre usine en Inde a été agréée par le gouvernement pour chaque pays où nous opérons et il a été en mesure de fabriquer 110 millions de comprimés, 90 millions de gélules, 11 millions de tubes et 4 millions de flacons de lotion. Les médicaments de Shalina sont distribués dans plus de 15 pays de l'Afrique subsaharienne. Contrairement à la plupart des sociétés pharmaceutiques, nous opérons une chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec un réseau en expansion de plus de 30 centres de distribution Shalina à travers l'Afrique qui approvisionnent directement les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies et les ONG. We are able to deliver quality medicines at affordable prices because we have full control of the supply chain from our own manufacturing facilities to our 30 distribution centers across Africa. Therefore, we cut out the middlemen and pass on these savings to our customers who are in effect buying directly from WHO quality approved facilities. Chez Shalina Healthcare, il ne s'agit pas seulement de fournir un produit. Nous croyons fermement à l'importance de s'impliquer dans la communauté et de fournir un soutien de toutes les manières possibles pour assurer une meilleure qualité de vie. Une équipe de plus de 300 professionnels organise des séminaires médicaux, des réunions pharmaceutiques, des présentations de produits et des initiatives de sensibilisation des patients, tout cela pour un meilleur avenir. De plus, Shalina offre régulièrement des bourses d'études et fait des dons à des initiatives importantes telles que la construction des puits, d'écoles et d'églises. Avec la demande croissante de médicaments Shalina, nous élargissons continuellement notre implantation en Afrique. Mais rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement de plus d'un millier d'employés qui luttent chaque jour pour l'excellence et qui croient au droit de chacun à des médicaments de qualité et abordables. Chez Shalina, nous nous engageons à trouver des solutions durables pour la santé de l'Afrique, tout en restant fidèles à notre mission première, qui est de fournir des produits de qualité, abordables et disponibles. Nous sommes fiers de contribuer à construire un avenir meilleur pour les personnes dans le besoin.
Monsieur le manager de Shalina, nous sommes très contents de cette opportunité que Shalina nous offre aujourd'hui pour parler de la science dans le cadre de Webinar Series for Africa. Ce n'est pas pour la première fois qu'on se voit. Bon, on s'est déjà vu, on s'est parlé de beaucoup de choses dans la science. La première fois, c'était le diabète sucré et sa prise en charge. Et la deuxième fois, nous avons parlé de l'hypertension et sa prise en charge. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons du fardeau du paludisme et sa prise en charge en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui sont connectés malgré les temps difficiles et les règles que nous impose le coronavirus actuellement. Notre sujet du jour est porté sur les fardeaux du paludisme et sa prise en charge thérapeutique en Afrique, cas de la République démocratique du Congo. Moi, ce docteur Christounier Kawetu, je suis le modérateur de cet échange. Et tout au long de notre échange, nous avons le plaisir de partager ces moments avec les éminents professeurs de l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui ont effectué de nombreuses recherches sur le paludisme et sa prise en charge thérapeutique en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, aux cliniques universitaires de Kinshasa, chacun selon son domaine. Il s'agit du professeur Dr Damien Bazulu Pitansounizaou. Il est professeur en République démocratique du Congo au département de gynécologie et obstétrique. Avec lui, nous allons nous échanger sur les fardeaux du paludisme et sa prise en charge thérapeutique en République démocratique du Congo chez la femme enceinte. Le professeur Mbanzulu Patel, nous sommes avec le professeur Dr Joseph Bodi Mabiala. Il est professeur en République démocratique du Congo aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le professeur Bodi est pédiatre. Avec le professeur Bodi, nous allons parler du fardeau du paludisme et sa prise en charge thérapeutique en République démocratique du Congo chez les enfants. Professeur Bodi et professeur Mbanzulu, bonjour. Tout au long de nos échanges, nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons donner 10 minutes à chacun pour développer son sujet calmement. Après ça, nous allons discuter ensemble pendant 30 minutes. Après 30 minutes, nous recevrons 15 minutes de questions provenant des autres médecins qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous, mais nous sommes ensemble déjà via les lives. Nous sommes très contents et nous vous disons merci. Sans plus tarder, nous donnons la parole au professeur Dr Mbanzulu Pitansounizaou pour que le professeur Dr Mbanzulu puisse nous parler du fardeau du paludisme et sa prise en charge thérapeutique en République démocratique du Congo chez la femme enceinte. Professeur Mbanzulu, vous avez la parole. Je vous remercie. Nous allons parler de la prise en charge actuellement du paludisme en Afrique pour les groupes à risque qui sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Quel est le problème? Nous pouvons dire en un mot que le paludisme ici au Congo, c'est une infection parasitaire qui est provoquée essentiellement presque exclusivement par Plasmodium falciparum et qui est transmise à l'homme par la piqûre d'Anophèle. Cette pathologie a une morbimortalité très importante, ce qui fait que le paludisme pour la République du Congo et d'ailleurs d'autres pays aussi d'Afrique, c'est un problème de santé publique. Qu'est-ce qui est comme particularité? Comme particularité de notre paludisme ici au Congo, eh bien, toutes les formes de paludisme sont presque exclusivement causées par Plasmodium falciparum. Et le Plasmodium falciparum, malheureusement, c'est celui, l'agent qui cause le paludisme grave, qui tue. Mais malheureusement aussi, il a développé une forte résistance vis-à-vis
des antipaludiques classiques. Et la population vulnérable, c'est les femmes enceintes et aussi les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme, chez nous, c'est une situation particulière au cours de la grossesse. D'un côté, vous avez la grossesse où se développe l'enfant chez la maman, mais aussi pour que cette grossesse puisse évoluer normalement, il a besoin de la baisse d'immunité pour que la grossesse puisse arriver, n'est-ce pas, jusqu'à terme. Malheureusement, pendant cette période, on constate que les crises sont très nombreuses, sont très fréquentes. Et les femmes enceintes font des formes souvent compliquées de paludisme, ce qui augmente, n'est-ce pas, la morbimortalité. Comme morbimortalité chez la mère, nous avons la fièvre, les anémies, la menace d'avortement, menace d'accouchement prématuré, et tout cela alourdit, n'est-ce pas, la morbimortalité maternelle. À côté de ça, le placenta et le fœtus en souffrent aussi. Et pour les placentas, on rencontre souvent le placenta qui est parasité, d'où les échanges diminuent au niveau placentaire. L'enfant ne profite plus de ces échanges-là, il se développe mal, il présente une hypotrophie fœtale et l'hypotrophie peut entraîner la souffrance fœtale chronique qui peut s'acutiser et devenir la souffrance fœtale aiguë, d'où la morbimortalité périnatale est augmentée. Et enfin, on assiste aussi parfois au paludisme congénital qui est transmis de la mère à l'enfant in utero. Mais à côté de ça, encore un autre problème, c'est que la prescription des antipaludiques est un problème difficile, surtout en début de grossesse, parce qu'il y a des médicaments qu'on ne devait pas donner à la femme enceinte. Et aussi, quand la femme enceinte fait son paludisme, on doit surveiller la mère, on doit surveiller l'enfant. Donc, ce qui fait que le traitement se passe dans un milieu hospitalier. Ce qui fait que le paludisme chez la femme enceinte, à cause de toutes ces raisons, on ne peut pas l'appeler chez la femme enceinte comme paludisme simple ou paludisme grave. On a préféré donner un terme qui était propre à nous et d'ailleurs que nous soutenons. Tout paludisme chez la femme enceinte, nous pouvons l'appeler un paludisme grave. Mais le paludisme grave est composé de deux types de paludisme. Le paludisme grave non compliqué et le paludisme grave compliqué. Le paludisme grave non compliqué, c'est la forme la plus courante qu'on rencontre dans des zones comme les nôtres où la transmission est stable. Mais il existe aussi des formes asymptomatiques qui sont très fréquentes où on a les placentas souvent parasités, la mère fait des anémies graves et l'hypotrophie fœtale. Ces paludismes, quand ils se déclarent, en général, il n'y a pas d'atteinte des organes vitaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger de mort. Mais ce paludisme, s'il n'est pas pris en charge correctement, il se transforme en un paludisme qui devient extrêmement compliqué et grave. Et puis, le problème du paludisme simple, chez nous, c'est la femme enceinte compliquée, grave, non compliquée, a pratiquement la même symptomatologie que les syndromes grippal. Et la présentation des signes de ces syndromes grippal, aujourd'hui, risque d'être confondue aussi avec les cas que nous avons de COVID-19. Vous avez la fièvre, le frisson, céphalée, vomissement, nausées, crampes abdominales, inappétence, douleur articulaire, myalgie, nyctalgie, lombalgie, asthénie. Bref, nous pouvons dire que le paludisme aujourd'hui pose des problèmes de diagnostic. Nous allons y revenir. À côté de ces paludismes que nous avons dit graves et non compliqués, nous avons le paludisme grave compliqué, qui est la deuxième forme, qui est toujours exclusivement causé par Plasmodium falciparum. Et c'est le parasite, n'est-ce pas, qui nous donne la malaria dans notre pays. Là, dans ces cas-là, souvent le pronostic vital est compromis avec dysfonctionnement des signes
des organes vitaux. Se manifeste par la prostration, les troubles de conscience, les convulsions, coma, collapsus cardiovasculaire, des œdèmes pulmonaires, anémie sévère, détresse respiratoire ictère clinique, saignements spontanés anormaux et oligurie et d'autres signes. Mais ce qui est important, c'est de savoir distinguer le paludisme simple, que les pédiatres appellent simple pour nous, paludisme grave, non compliqué, et le paludisme grave, compliqué, parce que les traitements sont tout à fait différents. Ces tableaux peuvent vous donner une idée. Nous avons la femme enceinte avec des signes. La première des choses qu'il faut faire, il faut une confirmation microscopique parasitologique par la goutte épaisse ou le frottis mince ou alors un test rapide. Si nous trouvons que le Plasmodium falciparum est retrouvé, nous avons déjà un paludisme grave, mais nous devons nous poser la question, est-ce qu'il y a dysfonctionnement des organes vitaux? Si il y a dysfonctionnement des organes vitaux, nous disons que c'est un paludisme grave, compliqué, et si il n'y a pas de dysfonctionnement, n'est-ce pas, des organes vitaux, nous disons que c'est un paludisme grave, non compliqué. Et ces deux paludismes, chacun a son traitement. Mais ce qui peut arriver aussi, nous faisons la goutte épaisse, les examens de laboratoire, eh bien, les examens nous reviennent négatifs. Mais les signes, la symptomatologie ne change pas. Dans ce cas-là, il est conseillé de reprendre la microscopie 6 heures après. Et quand on a repris la microscopie 6 heures après, soit que la microscopie nous donne une réponse négative, alors à ce moment-là, il faut chercher une autre cause parce qu'il y a plusieurs causes, maladies, qui peuvent donner les signes du paludisme. Il faut les chercher. Mais si l'examen de laboratoire revient positif, la question de faire la discrimination entre le paludisme simple, c'est-à-dire grave non compliqué et grave compliqué, se pose. Est-ce qu'il y a dysfonctionnement des organes vitaux? Si oui, il s'agit de paludisme grave, compliqué, qui aura son traitement. Et si il ne s'agit pas de dysfonctionnement des organes vitaux, il s'agit alors d'un paludisme simple qui aura, n'est-ce pas, non compliqué, qui aura donc son traitement. Maintenant, les principes du traitement, eh bien, nous devons dire qu'il y a 2 paludismes. Donc, nous devons parler d'abord du paludisme grave, non compliqué chez femme enceinte. Les principes, il faut nécessairement la confirmation parasitologique est nécessaire avant les traitements. Nous allons discuter ça après. Ça pose des problèmes, mais c'est nécessaire. Le début du traitement doit être précoce. On doit utiliser des antipaludiques efficaces. Il faut qu'on fasse un choix judicieux qui convient pour prendre l'antipaludique qu'il faut utiliser, surtout en début de grossesse, parce qu'il y a des problèmes là. Il faut éviter des molécules qui ont une interaction médicamenteuse. À côté de ça, il faut un traitement adjuvant qui lutte contre la fièvre. Nous allons discuter sur ces problèmes après. Et puis, qui lutte contre les contractions utérines. La surveillance materno-fœtale est obligatoire, d'où les traitements se font en général à un milieu hospitalier. Enfin, pour un paludisme grave non compliqué, on recommande que le traitement se fasse par la voie orale. Alors, ce traitement paludisme grave non compliqué, comment il est constitué, comment il se mène? Nous distinguons au premier trimestre. Au premier trimestre, exclusivement, nous n'avons qu'un antipaludique jusqu'ici que nous utilisons, c'est la quinine. Par voie orale, nous donnons 3 fois 500 mg de sel de quinine, auquel nous associons la clindamycine 2 fois 300 mg par jour et le traitement dure 7 jours. Et vous voyez que la durée est assez longue. Ça pose des problèmes. À ce traitement, nous ajoutons le paracétamol qui peut varier de 500 à 1 mg à 1 g toutes les 4 heures, mais il ne faut pas dépasser 4 grammes en 24 heures. Et c'est le paracétamol que nous conseillons, mais comme nous le dirons plus loin, il y a d'autres médicaments, moi personnellement, que j'utilise. Par exemple, j'utilise parfois du Bicap. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les contractions, il y a la papaverine qu'on utilise, les médicaments les moins coûteux que nous donnons 3 fois 100 mg par jour. Selon les besoins, on peut aller jusqu'à 7 jours. Ça,
c'est le traitement au premier trimestre. Au deuxième trimestre, maintenant là, il n'y a plus de risque, n'est-ce pas, de malformation. Alors, nous pouvons faire recours, n'est-ce pas, aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et ici, en République démocratique du Congo, 2 molécules ont été retenues, l'artesunate amodiaquine, que nous appelons l'AZAC, et l'artéméter lumefantrine. En ce qui concerne l'artéméter amodiaquine, eh bien, il y a beaucoup de gens qui présentent des effets secondaires. On conseille, au moment où on prend ça, qu'on prenne, n'est-ce pas, un jus ou bien alors un repas sucré. En ce qui concerne l'artéméter lumefantrine, ici, à cause de la cinétique de ces 2 médicaments, on demande qu'on prenne ces médicaments-là avec un repas, après un repas, n'est-ce pas, riche en graisse. Et entre la première et la deuxième dose, il faut respecter l'intervalle de 8 heures. Mais il arrive certains moments où on n'a pas ce médicament-là, donc la quinine aussi trouve sa place et on la donne de la même façon comme on l'a donné, n'est-ce pas, au premier trimestre. Mais il ne faut pas oublier les traitements adjuvants qui traitent la fièvre et qui traitent les contractions. Maintenant, le traitement du paludisme grave compliqué. Les principes. La prise en charge doit tenir compte du fait qu'il s'agit ici d'un problème où le pronostic vital est menacé. Donc, il y a dysfonctionnement des organes vitaux. D'où, bien sûr, le traitement se fera à l'hôpital tertiaire, de préférence en soins intensifs. Mais il faut que cet hôpital ait les équipements qui doivent être adaptés pour cette maladie-là. Il doit disposer d'un personnel qui est bien entraîné, qui est recyclé régulièrement et surtout qui est dévoué. Pour réussir le traitement ici, il faut un dévouement du personnel. C'est très important ça. Et ici, le traitement qu'on donne, c'est toujours par voie parentérale. Et on associe les traitements des complications. Quels médicaments on utilise, n'est-ce pas, en cas de paludisme grave compliqué? Au premier trimestre, bien sûr, c'est la quinine qu'on donne en perfusion. Les schémas, vous le voyez. La perfusion que nous composons par 5-10 mg au kilo de poids, c'est le glucosé 5%. À la première, à l'heure 0, on donne 10 mg par kilo de poids, qu'on laisse couler pendant 4 heures, et puis on prend un repos qui prend 8 heures, et on recommence une deuxième dose d'amen pendant 4 heures, et puis le repos de 8 heures, ainsi de suite et ainsi de suite. On va arrêter les perfusions dès que la patiente soit en coma et réveillée et qu'il peut ne soit prendre les médicaments par la voie orale. Et le relais se fera cette fois-là avec la quinine et la clindamycine péros durant 7 jours et auquel on ajoutera les traitements adjuvants. Mais il ne faut pas oublier aussi de prendre en charge les complications. Au deuxième, troisième trimestre, ici, les risques de tératogénicité n'existent plus. Alors, il y a 2 molécules qui nous sont proposées. Il y a l'artesunate injectable qu'on donne. Comment on donne ça? À l'heure 0, on donne une dose. À l'heure 12 heures après, on donne une deuxième dose. 24 heures après, on donne une troisième dose. Donc, les 3 doses-là injectables sont obligatoires. Et si on a fini les 3 doses qui est amélioration, alors à ce moment-là, on peut relayer ça par les médicaments oraux. Et ici, on peut prendre, n'est-ce pas, l'artémisinine et le dérivé des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, mais aussi, on peut aussi utiliser parfois la quinine avec la clindamycine pour compléter la dose. Et quand on a pris la quinine et la dose, c'est mieux d'aller de faire toute la cure qui prend à peu près 7 jours. Jamais, jamais, jamais faire, n'est-ce pas, les traitements oraux lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de paludisme grave, compliqué, en première intention. Alors, maintenant, on a donné les traitements curatifs, mais il existe les traitements préventifs.
Chez la femme enceinte, il existe ce que nous appelons le traitement préventif intermittent, qui a comme principe toute femme enceinte en zone endémique doit bénéficier de ce traitement-là. Parce que vous savez que la charge, la morbidité et la mortalité étant très élevée, vaut mieux prévenir ces effets-là. Alors, pour une bonne compliance, il faut prendre les médicaments au niveau des CPN, aux consultations prénatales, sous observance directe, parce que là, on est sûr que les médicaments est pris. Il arrive que la femme arrive en retard pour commencer les consultations prénatales, même après 18 semaines d'aménorrhée, il faut toujours commencer à donner les TPI. Alors, on conseille 2 à 3 doses, sont conseillées pour avoir une bonne couverture. Et maintenant, parfois, il y a des moments où nous allons jusqu'à 4 doses. Toujours, ce traitement doit toujours être combiné avec l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Ici, au Congo, on a choisi la sulfadoxine pyrimétamine comme médicament pour la TPI. Quand on commence, n'est-ce pas, la première dose, on doit être sûr que la grossesse a au moins 16 ou 18 semaines. Et pour être sûr de ça, il faut que la femme ait senti, n'est-ce pas, les premiers mouvements de l'enfant. Quand on donne ces médicaments avec la SP, la sulfadoxine pyrimétamine, il faut qu'il garde l'intervalle qui doit pas être inférieur à 4 semaines et qui ne doit pas être supérieur à 8 semaines. Il faut éviter ces médicaments, bien sûr, à l'approche de l'accouchement parce qu'on assiste parfois à l'ictère néonatal. Et bien sûr, ce traitement avec la sulfadoxine pyrimétamine sera contre-indiqué en cas, bien sûr, d'allergie, mais ça sera aussi contre-indiqué sur la femme qui est positive à VIH et qui est sous traitement sous cotrimoxazole. Je vous propose un schéma. On ne peut pas avoir un schéma standardisé, mais ça dépend de quel moment vous prenez cette femme en charge. Mais nous proposons entre 16 et 18 semaines, on peut donner la première dose qui est faite de 3 comprimés de SP, de sulfadoxine pyrimétamine. Entre la 24e et la 28e semaine, on peut donner la deuxième dose. Et enfin, à 32 semaines, on donne la troisième dose. Et ce qui est intéressant, c'est que en ce qui concerne les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, tenant compte du coût, tout cela, eh bien, Shalina a mis au point, je prends ça à titre d'exemple, un dérivé qu'on appelle L-Artène. C'est un médicament qui peut être très efficace qu'on utilise. C'est intéressant aussi pour le paludisme grave compliqué. En injection, il y a le Sunat 60 que Shalina a mis au point. L'avantage de ce Sunat, c'est qu'on peut donner ça par la voie intraveineuse et la voie aussi intramusculaire. Voilà un peu en gros, nous pouvons dire que le paludisme au cours de la grossesse, c'est un problème épineux. Le paludisme et la grossesse causent des méfaits à la mère, au fœtus et au nouveau-né. Ça, je dirais à la fin, le paludisme, c'est un vrai problème. Le chemin est encore très... Mais l'espoir nous rassure. Merci. Merci beaucoup, professeur Mbazoulou. Merci beaucoup, cher professeur Mbazoulou, pour votre brillante présentation. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et nous avons des questions à vous poser et des échanges par rapport à votre présentation. À présent, nous allons donner la parole au professeur Dr Bodi pour enchaîner avec le même sujet qui est les fardeaux du paludisme et sa prise en charge thérapeutique en République démocratique du Congo chez les enfants. Professeur Bodi, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir accordé la parole. Nous allons nous entretenir sur la prise en charge du paludisme chez l'enfant. Comme le professeur Mbazoulou l'a si bien dit, en réalité, le paludisme est un problème majeur de santé publique parce que comme nous savons qu'il y a plus de 100 pays qui sont concernés et environ 3 milliards de la population mondiale qui sont exposés à ces fléaux. Mais ce qui est plus dramatique, c'est que 80% des cas
des paludismes surviennent en Afrique, et particulièrement au sud du Sahara. Et 90% des décès surviennent en Afrique aussi, et plus chez les enfants de moins de 5 ans qui constituent la population la plus vulnérable à cause de l'immunité protectrice qui n'est pas encore efficace. Et en République démocratique du Congo, le paludisme est réellement un problème de santé publique parce que, comme vous le savez, que 40% de la charge mondiale du paludisme se retrouve en Afrique, particulièrement au Nigeria et en République démocratique du Congo. Et donc, chez nous, en pédiatrie, quand on classifie le paludisme en termes cliniques, nous avons 2 formes. Nous avons le paludisme simple et le paludisme grave. Comment on définit le paludisme simple? Le paludisme simple, de façon opérationnelle, est défini comme étant un épisode de fièvre ou alors une histoire de fièvre dans les 48 heures avec une preuve biologique. Nous allons beaucoup insister sur la preuve biologique parce que jadis, on disait que la fièvre en milieu endémique doit être considérée comme paludisme et soignée comme telle. Mais aujourd'hui, cette définition a beaucoup évolué. On insiste beaucoup sur la preuve biologique, soit le TDR ou la goutte épaisse couplée au frottis mince. Mais à la fièvre peuvent s'ajouter d'autres symptômes, notamment les maux de tête, notamment les courbatures, notamment la douleur à la nuque, mais aussi chez l'enfant, il ne faut jamais oublier que la diarrhée et le vomissement peuvent inaugurer un paludisme. Je réponds déjà à la question de savoir pourquoi il faut avoir la preuve biologique. C'est très important parce que ça nous permet de prendre de façon optimale le cas de paludisme pour éviter d'exposer les gens aux effets indésirables de médicaments alors qu'ils ne font pas le paludisme, mais ça nous permet aussi d'éviter d'émerger rapidement vers la résistance à cause de la pression médicamenteuse. Alors, quel est l'objectif quand on soigne le paludisme simple? L'objectif, c'est d'éliminer les parasites du sang. Et le principe, c'est que le traitement doit être précoce. Dès lors que le diagnostic est posé, il faut que dans les 24 heures, le traitement commence. Il ne faut pas attendre, parce que quand on attend, on peut évoluer vers les formes graves. Et vous savez que quand un enfant fait un paludisme grave, la guérison n'est pas toujours certaine. Parfois, même dans les meilleures des conditions, mais certains enfants, ils meurent, surtout ceux qui génétiquement sont très susceptibles. C'est ainsi que les traitements doivent être précoces. Il faut rapidement les commencer dès que le diagnostic est posé. Alors, pour notre pays, je crois que je suis heureux parce que le professeur Mbanzoulou a pratiquement balayé l'essentiel de ce que je dois dire. Il a si bien dit que l'OMS avait recommandé à chaque pays, parmi les 5 combinaisons qu'il avait proposées, de faire des études pour retenir les molécules qui peuvent être utilisées dans le pays. Et dans notre pays, c'est l'artesunate amodiaquine et l'artéméthyle lumefantrine qui ont été testés et qui ont été retenus dans la prise en charge du paludisme simple. Et donc, pour l'artesunate amodiaquine, nous donnons à raison de 4 mg d'artesunate avec 10 mg d'amodiaquine et nous préférons donner ça le soir après avoir pris le repas pour réduire un peu les effets secondaires de l'amodiaquine. Chez les personnes qui développent le prurite, parfois, nous conseillons de donner un antihistaminique. Et chez certaines personnes qui développent le choc, nous encourageons qu'ils prennent ça avec le S0. Tandis que pour l'artéméter et la lumefantrine, nous donnons 2 fois 2 mg d'artéméter et 24 mg de lumefantrine. Il faut répartir ça en 2 prises. Ici, j'insiste, comme l'a dit le professeur Mbanzoulou, que pour les 2 premières doses, quand vous avez donné la première dose, il faut 8 heures pour donner la deuxième dose, disons 6 à 8 heures.
Si vous ne respectez pas cela, vous risquez de ne pas avoir les résultats escomptés. Et nous avons la chance que Shalina a mis à notre disposition le L-Artem, qui est une combinaison à base de l'artémisinine, où nous avons l'artéméter et la lumefantrine. Alors, nous disons un petit mot sur l'échec thérapeutique. Lorsque vous avez soigné correctement votre patient avec une combinaison telle que recommandée par l'OMS et relayée par notre programme national de lutte contre le paludisme, mais que dans les 72 heures, les symptômes persistent, il faut penser à un échec thérapeutique. Il peut être dû à une mauvaise observance, il peut être dû à une résistance. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir l'autre ACT recommandé dans le pays. Comme dans notre pays, nous avons l'artesunate et la modiakine. Si ça ne marche pas, alors il faut passer à l'artéméter et lumefantrine ou vice-versa. Alors, passons maintenant au paludisme grave. Le paludisme grave est défini comme une affection fébrile causée par les Plasmodium falciparum, parce que c'est cette espèce-là, nous y reviendrons dans les questions, qui vous donne les formes graves, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Mais alors, avec au moins un signe de gravité, mais toujours en insistant sur la preuve biologique. C'est très important de ne pas soigner des malades dont on n'a pas une preuve biologique, sauf pour certaines situations d'extrême urgence. Et donc là, nous avons projeté un dia où nous reprenons les signes de gravité. C'est notamment une prostration, un enfant qui est très fatigué, incapable de s'asseoir, incapable de boire, il est vraiment très fatigué, ou alors il a une altération de la conscience, il est en coma, soit une obnubilation, ou alors un véritable coma, ou alors des convulsions répétées au moins 2 fois par jour, ou alors une détresse respiratoire. Ces enfants qu'on amène avec une détresse respiratoire, ou alors ils viennent en choc, en collapsus, ou c'est l'ictère, ou alors c'est le saignement, le paludisme peut faire saigner, ou alors ce sont les urines Coca-Cola, les urines noires, mais parfois une oligurie. Ça, ce sont les signes cliniques de gravité. Mais il y a aussi les signes biologiques, notamment une anémie inférieure à 5 grammes par décilitre, une acidose avec un pH qui est inférieur à 7,25, une hyperparasitémie, une hyperlactatémie, une hypoglycémie qui souvent est mortelle, une acidose métabolique profonde qui est souvent aussi mortelle lorsqu'elle n'est pas prise en charge, mais aussi la confirmation de l'hémoglobinurie par la bandelette ou au spectrophotomètre, mais nous avons aussi la créatinine qui est inférieure à 3 mg par décilitre, ou alors la bilirubine qui est inférieure à 3 mg par décilitre, mais aussi on peut avoir une radio pathologique suggestive d'un œdème aigu du poumon. Là, ce sont quelques images des enfants avec neuropaludisme parce que les 3 formes cliniques les plus rencontrées, c'est le neuropaludisme, c'est l'anémie sévère et la détresse respiratoire. Donc là, nous avons, quand il y a la pâleur, il faut comparer la pâleur de l'enfant par rapport à la mère et vous allez vous rendre compte que cet enfant est très pâle et nécessite une prise en charge très précoce. Mais nous avons aussi la détresse respiratoire, ces enfants qui viennent en détresse respiratoire, mais avec une auscultation qui est tout à fait normale. Dans un contexte de fièvre, il faut penser aussi à un paludisme grave, forme respiratoire. Là, c'est la fièvre bilieuse hémoglobinurique, que nous appelons communément les urines Coca-Cola, qui survient généralement chez les enfants qui font la malaria, à Plasmodium falciparum, et qui ont pris de la quinine, et qui, dans les heures qui suivent, hémolysent. Et cette forme est encore dangereuse parce qu'elle se complique en insuffisance rénale. Vous savez que la prise en charge de l'insuffisance rénale n'est pas facile dans nos contextes faute de moyens.
Donc, si on peut éviter d'en arriver là, c'est l'idéal. Alors, quel est l'objectif quand on soigne les paludismes graves? C'est d'éviter l'issue fatale. Parce que dans la définition du paludisme grave, nous l'avons dit, il y a affection fébrile à Plasmodium falciparum avec au moins un signe de gravité menaçant le pronostic vital. Donc, dans les paludismes graves, les minutes sont comptées. Si vous traînez, cet enfant-là risque de mourir. Les traitements donc doivent se faire précocement en utilisant, aujourd'hui, l'OMS a recommandé l'utilisation d'artesunate injectable en première intention. Le professeur Manzoulou l'a si bien expliqué. Et pour la firme Shalina, nous avons Sunat, qui est l'artesunate injectable que nous donnons dans les cas de paludisme grave. Et comment on le donne? Comme l'a dit le professeur Manzoulou, c'est 2,4 mg. Mais ici, en pédiatrie, nous avons deux possibilités. Chez les enfants qui ont moins de 20 kg, chez ceux-là, nous donnons 3 mg par kilo à l'heure 0, à l'heure 12 et à l'heure 24. Ces 3 doses sont obligatoires. Même si l'enfant s'est réveillé, s'il est en coma, les 3 doses doivent être données obligatoirement. Après les 3 doses, maintenant, si l'enfant est capable de boire, on peut relayer avec un ACT, le L-ATEM comme nous l'avons présenté. Mais lorsque 3 jours après, l'enfant n'est pas toujours capable de boire, il est recommandé de continuer avec l'artesunate injectable jusqu'au 7e jour de traitement. Ce n'est pas 5 jours comme les gens ont l'habitude de le faire, mais c'est 7 jours de traitement si on doit continuer à donner l'artesunate injectable. Maintenant, chez les enfants de plus de 20 kg, chez ceux-là, on donne comme chez les adultes, c'est-à-dire 2,4 mg par kilo à l'heure 0, à l'heure 12, à l'heure 24. Et la suite, c'est la même chose que chez les enfants de moins de 20 kg. Et donc, ce sont là le schéma dont nous venons de parler, selon que l'enfant a moins de 20 kg ou plus de 20 kg. Alors, à défaut d'avoir l'artesunate, c'est-à-dire le sunate injectable, on peut donner la quinine. Je crois que le professeur l'a si bien expliqué. Ici, je voudrais seulement insister qu'en pédiatrie, avant, nous donnions la dose de charge. Mais la dose de charge, nous l'avons déjà abandonnée. Peut-être qu'on va revenir dans les échanges. On ne donne plus la dose de charge. On passe directement à 10 mg par kilo. Il faut mettre dans 5 à 10 000 litres de glucose 5%, qu'il faut faire couler pendant 4 heures. Et puis, on repose l'enfant pendant 12 heures, c'est-à-dire pendant 8 heures, pour reprendre la deuxième dose. Donc, ça coule pendant 4 heures, repos pendant 8 heures, et on reprend la deuxième dose, toujours de 10 mg par kilo de quinine. Pendant combien de temps il faut donner la quinine en parentérale? Pendant tout le temps que le patient n'est pas capable de boire. Et quand il est capable de boire, maintenant on peut passer à la quinine Péros. Professeur Mbanzoulou l'a si bien souligné, quand on donne la quinine Péros, on l'associe à la clindamycine. C'est très important, sauf chez l'enfant de moins d'1 mois, chez qui on ne donne pas la clindamycine. Alors, nous voulons revenir un peu sur quelque chose. Chez les enfants de moins de 2 mois et ceux qui ont moins de 5 kilos, chez ceux-là, nous ne donnons pas les ACT, nous donnons la quinine. Pendant 7 jours, mais comme nous l'avons dit, quand on donne la quinine, il faut toujours associer la clindamycine Péros à raison de 20 mg par kilo par 24 heures répartis en 2 prises. Alors, chez les enfants, il faut faire attention quand il s'agit du paludisme grave. Ces enfants font facilement l'hypoglycémie qu'il faut corriger. Donc, vous ne pouvez pas prendre en charge un paludisme grave
sans pourtant tester la glycémie. Au départ, souvent, ils viennent avec une hyperglycémie, mais ce n'est qu'une hyperglycémie de stress. Dans les heures qui suivent, ils tombent dans une hypoglycémie sévère et qui est souvent mortelle. Il faut corriger l'acidose parce qu'elle tue, tout en étant prudent. Si vous n'avez pas les moyens de faire l'ionogramme, les moyens de faire le pH, vous donnez seulement les besoins, 1 à 2 mg par kilo, 2 mg par kilo, qu'il faut donner en bolus, mais qu'il faut répartir. Il faut diluer et répartir en 2 ou 3 prises. Alors, chez les enfants qui ont une anémie sévère, il faut transfuser parce que si vous ne transfusez pas, ces enfants meurent. Vous savez, quand un enfant a un taux d'hémoglobine inférieur à 5 grammes par décilitre, c'est une urgence. C'est un taux critique. Lorsque vous avez la fièvre bilieuse hémoglobinurique qui se complique très facilement en insuffisance rénale, il faut stopper la quinine qui est souvent la cause de cette grande hémolyse. Il faut donner Sunat parce que c'est considéré comme une maladie grave. Il faut hyperhydrater cet enfant, lui donner des liquides. Généralement, nous donnons 1 à 2 litres par surface corporelle. Il faut essayer d'alcaliniser les milieux parce que les milieux deviennent acides en donnant du bicarbonate. Et s'il y a une polyurie ou une anurie, on peut être autorisé à forcer un peu la diurèse avec des diurétiques, mais ça ne doit pas dépasser 24 heures. Si cet enfant ne démarre pas avec la diurèse, souvent, ce sont des cas à la dialyse, à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion, parce que nous devons courir derrière le temps, c'est que la prise en charge correcte du paludisme simple est très, très, très importante dans la lutte antipaludique. Ça nous permet d'éviter d'évoluer vers les formes graves. Il faut retenir aussi qu'en pédiatrie, les traitements préventifs est envisagé, mais à ce jour, on n'a pas encore, au niveau du programme national, parce que nous suivons les directives du programme, retenu une molécule que nous devons donner dans les traitements préventifs. Ce qui fait que nous nous contentons seulement d'utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action pour protéger les enfants à développer le paludisme. Et quand il s'agit du paludisme grave, il faut une prise en charge précoce parce que sinon cet enfant va mourir. Mais associons toujours les nursing dans la prise en charge du paludisme. Parce que ces enfants qui sont en coma, il faut placer une sonde nasogastrique, il faut placer une sonde urinaire, il faut un abord veineux. S'ils sont en coma pendant longtemps, il faut bien les surveiller pour qu'ils ne développent pas les escarres. Donc, et puis il faut les nourrir. Les nourrir, ce sont les collaborateurs, les infirmiers qui les nourrissent, bien entendu, après que le médecin ait donné des directives. Donc, le nursing doit être associé à la prise en charge du paludisme, tant simple, mais surtout grave. Nous disons que si la RDC ne respecte pas les directives du Programme national de lutte contre le paludisme, il sera difficile de lutter contre le paludisme au monde. C'est comme nous l'avons dit dans l'introduction, que 40% de la charge mondiale du paludisme se retrouve au Nigeria et en République démocratique du Congo. Nous vous remercions très sincèrement de votre attention. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre brillante présentation. Nous vous disons aussi merci pour ça. En tout cas, c'est vraiment enrichissante, votre présentation. Alors, ça nous a vraiment édifié. Nous avons beaucoup de questions, des échanges. On va vous poser des questions par rapport à ça. Nous allons d'abord revenir au professeur Mbanzulu pour nous parler de son expérience, son expérience par rapport à la prise en charge du paludisme en République démocratique du Congo. Et après, nous allons reposer la même question au professeur Bodi, puis nous allons ouvrir les débats pour les questions et ensuite remercier ceux qui nous ont donné l'opportunité d'être présents dans cette conférence.
Professeur Mbanzou, vous avez la parole pour vous donner votre expérience. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre temps d'expérience, de prise en charge du paludisme? Vous trouvez vraiment que la RDC fait un effort? Qu'est-ce que vous pensez nous dire par rapport à votre expérience? Par rapport à notre expérience, nous pouvons dire que le paludisme, c'est un gros problème. Et ce qui fait que si on arrive à maîtriser le problème du paludisme, il n'y aura jamais de développement. Parce que le sous-développement est aussi sous-tendu par cette pathologie séculaire. Mais malheureusement, au moment où il faut appliquer le traitement, il y a des directives qu'on donne. Oui, la première directive, nous avons dit, avant de commencer le traitement, il faut une formation parasitologique. Ça, c'est le point de départ. Or, sur le terrain, parfois, la confirmation parasitologique fait défaut et alors on soigne en désordre et comme nous ne connaissons pas si il y a paludisme vrai, parfois on constate qu'il y a des gens qui traitent le paludisme alors qu'il n'y a pas de paludisme. Et comme nous l'avons dit, que les signes du paludisme se confondent d'ailleurs avec les signes de la grippe. Et surtout maintenant avec la saison sèche que nous allons avoir, que nous avons commencé. Il y a la grippe aussi. Et plus à côté de cette grippe, nous avons le corona qui est là. Donc, je pense que c'est une nécessité absolue qu'on fasse un gros effort en cas de suspicion, n'est-ce pas, même de corona, qu'on passe aussi par les tests, n'est-ce pas, de confirmation parasitologique pour le paludisme. Nous avons un cas que nous avons suivi dernièrement, une maman qui avait fait corona, qu'on a traité au cours du traitement, eh bien, elle était enceinte, elle a développé, n'est-ce pas, une menace d'accouchement, et on donnait le traitement à paludisme. On a dit non, il faut qu'on donne le traitement seulement pour la corona. On a dit non, avec la menace, il faut aussi faire des tests rapides. On a fait le test rapide, et bien, la femme était très infectée. On a soigné aussi avec des antipaludiques recommandés. Et bien, la menace a été la femme a fini son traitement, elle est sortie de son corona et nous continuons à suivre cette femme en CPN. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième problème, c'est que le paludisme grave et le paludisme non compliqué est compliqué à son traitement. Mais quand nous proposons la quinine, on recommande la quinine qui soit prise 3 fois 500 mg de sel de quinine pendant 7 jours. Vous voyez que la durée est assez longue. Vous savez que la quinine aussi a des effets secondaires. Il y a des gens qui font ça. Au lieu de faire prendre la dose telle qu'elle a été conseillée, ils vous prennent 2 fois 500 mg, ils s'arrêtent à 5 jours, sans associer, n'est-ce pas, la clandestine. Là, c'est un problème qu'on est en train de créer parce qu'on risque de développer maintenant aussi la résistance vis-à-vis de cette molécule très précieuse. Mais aussi, nous constatons sur le terrain que l'observance, quand vous prescrivez la quinine, l'observance est difficile. Donc, cette compliance sera mauvaise. Alors, nous sommes en train de voir en quelle mesure on peut faire une association et bien, n'est-ce pas, une dose qui conviendrait à éliminer les parasites en association avec la clindamycine et en diminuant la durée du traitement. Mais ceci, c'est une étude qui est envisageable et que nous avons d'ailleurs commencé à faire, n'est-ce pas, les protocoles. Parce que la compliance, n'est-ce pas, ne suit pas. Alors, il y a aussi des problèmes de l'artésunate. L'artésunate injectable qu'on nous a proposé, c'est un médicament très efficace que nous devons vraiment préserver, malgré que c'est sur le terrain. Les gens, pour paludisme, ils préfèrent donner l'artésunate injectable. Nous avons dit, les paludismes graves, non compliqués, se traitent par la voie orale et non par la voie des injections. Et en plus,
Aussi, quand nous commençons l'artésunate, en cas de paludisme grave, il est important que les 3 premières doses soient données. Alors, on a dit qu'il est important d'avoir, n'est-ce pas, l'espèce et la parasitaire. C'est très important. Parce que vous n'arrivez pas à avoir, n'est-ce pas, une femme à la densité parasitaire présente, quand on doit, n'est-ce pas, 3 doses, il n'y a pas d'amélioration. Mais au contraire, les choses se compliquent. 4e dose, 5e dose, et puis on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est important, après la 3e dose, personnellement, qu'on puisse ne pas recontrôler la densité parasitaire. Si on a la densité parasitaire, on continue de faire le traitement. Mais si on trouve que la densité parasitaire ne fait que galoper, il faut prendre le courage de dire qu'il y a un passe thérapeutique. Il faut changer carrément l'artésunate par la quinine, selon le schéma que nous avons proposé. Alors, il y a un autre problème intéressant, mais malheureusement, on y pense peu, c'est le paludisme congénital. L'enfant peut naître, surtout dans nos régions invalidées, peut naître avec son paludisme qu'il a acquis in utero de sa mère. Évidemment, on nous dira qu'il faut que les parasites de la mère soient les mêmes qu'on retrouve chez l'enfant, c'est vrai, mais ces paludismes-là, à la naissance, se manifestent sur 2 tableaux. Soit qu'il n'y a pas de signes cliniques, vous prélevez et vous trouvez qu'il y a des parasites, n'est-ce pas, dans le sang du cordon, et vous suivez beaucoup d'enfants parce qu'ils ont eu déjà des anticorps maternels. Eh bien, ils luttent contre la parasitémie et il arrive, n'est-ce pas, à l'annuler et l'enfant ne fait pas la maladie. Par contre, il y en a d'autres qui font la maladie effectivement et il faut les prendre en charge, ceux-là. Et quand on les prend en charge, on donne la quinine en goutte orale, une goutte au kilo avec les pédiatres. Et ici, après le cette pathologie de transmission de paludisme chez l'enfant peut après entre 3 et 4%. Des études, ça des vieilles études que nous avons effectuées. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudra encore réactualiser ces résultats. Alors, il y a un problème qui se pose. Sur le plan, quand l'enfant a les parasites et ne présente pas les signes, quelle attitude les médecins doivent prendre? Il se pose un problème réel. Nous savons qu'il y a les anticorps. Nous disons, certains, surveillent l'enfant jusqu'à ce qu'on constate qu'il ne présente pas de signes et la parasitémie, n'est-ce pas, disparaît et l'enfant est guéri de soi. Mais sur le plan éthique, je suis membre de la communauté éthique, je suis secrétaire de la communauté éthique, n'est-ce pas, de la Société congolaise de gynécologie obstétrique, et bien ça pose des problèmes. Quand vous trouvez les parasites chez l'enfant, ça veut dire que l'enfant n'a pas les moyens de se défendre. Donc, vous devez faire quelque chose. Donc là, il y a un problème d'éthique qui intervient, mais pour résoudre ces problèmes, pour prendre une position, il y a une étude que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire, voir ce que ça va donner. Nous cherchons le paludisme congénital. Quand nous avons le diagnostic et que l'enfant ne fait pas de signes, nous allons faire 2 groupes. Il y a un groupe qu'on surveille et il y a un groupe qu'on soigne directement. Et à la fin, après X temps, quand nous avons randomisé, n'est-ce pas, nos échantillons, les résultats que nous aurons, là, nous aurons à prendre une position s'il faut traiter ou ne pas traiter. Mais actuellement, généralement, je crois que les pédiatres ne traitent pas et surveillent. Mais il y a un problème aussi qui s'ajoute à la pandémie, c'est que nous avons beaucoup de femmes que nous opérons parfois sans infection, sans rupture prématurée des membres, sans rien. Et puis alors, l'enfant qui naît, on nous dit qu'il y a infection périnatale. Et alors, on se embarque souvent à faire, n'est-ce pas, des examens compliqués, tout en oubliant que la goutte épaisse fait partie intégrante, n'est-ce pas, de ces examens-là pour la recherche du paludisme. C'est important. Et dernièrement, nous avons vécu un cas, eh bien, l'enfant est né sans problème, mais
malheureusement, avant, déjà le deuxième jour, il avait déjà la goutte épaisse positive, alors qu'on cherchait l'espace d'infection des examens et la clinique, l'enfant était guéri. Donc, tout ça sont des questions importantes, mais qui demandent la recherche, pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, professeur Mbazoulou, pour votre réflexion et votre expérience. C'est bon, nous allons vous revenir pour quelques questions posées ici et ailleurs. Nous posons la même question au professeur Dr Bodi. Professeur Bodi, quelle est votre expérience par rapport à la prise en charge du paludisme chez les enfants en République démocratique du Congo? Et on va aussi vous poser quelques questions par après ça. Merci, vous avez la parole, professeur Bodi. Merci, monsieur le modérateur, de m'accorder la parole. Je crois que le professeur Mbanzoulou a balayé beaucoup de choses que je voulais dire, mais je peux revenir sur un ou deux ou trois points. Le premier point, c'est le non-respect des directives du programme national par le confrère médecin. Ça, je crois qu'on ne doit pas se le cacher. Très peu de gens suivent et obéissent aux directives du programme national. Chers collègues, si nous ne respectons pas notre propre politique, sachant qu'à ce moment-là, nous luttons contre cette politique et nous n'allons pas nous en sortir par rapport à l'éradication du paludisme. Donc, nous devons respecter parce que les molécules, on ne change pas au hasard. Pour le changer, il faut prouver que ces molécules ne sont plus efficaces et il faut faire des études des molécules qu'on doit introduire. Alors, lorsque la politique nationale édicte des directives mais qui ne sont pas respectées au niveau des praticiens, à ce moment-là, nous faisons une politique contraire à la politique nationale et nous aurons du mal à nous en sortir. Donc, je recommande les confrères médecins de respecter les directives du programme national. Parce que déjà, ici, en faisant, lorsqu'on faisait le cours de palyndrologie, on était envoyé dans certains centres, mais on a vu des choses incroyables sur la prise en charge du paludisme. Et quand on va à l'intérieur, parfois c'est un peu pire. Donc, paludisme simple, il a un traitement. Paludisme grave, il a un traitement. Respectons. Paludisme grave, compliqué ou non compliqué de la femme enceinte, il y a des traitements codifiés. Respectons ces traitements qui figurent dans le guide thérapeutique élaboré par le programme national. Le professeur Mbanzoulou et moi, nous sommes parmi les experts du programme national. Nous participons à l'élaboration de ces guides-là et donc nous devons vraiment le vulgariser et le respecter. Parce que quand on ne le fait pas, quelle est la conséquence? La lutte est inefficace. On va soigner, comme il a si bien dit, fièvre, directement paludisme, on met sous traitement sans preuve biologique. Mais est-ce que nous savons combien la résistance aujourd'hui pose problème, tant pour les antipaludiques que pour les antibiotiques? Donc, utilisons de façon rationnelle les outils mis à notre disposition. Parce que sinon, nous allons faciliter l'émergence de résistance et à un certain moment, nous n'aurons plus de problème à donner. Alors, par rapport au paludisme congénital, c'est vrai que c'est tout un grand débat. C'est un grand débat, comme il l'a si bien dit. Il y a une école qui y croit. Et lorsque l'enfant a une goutte, les nouveau-nés a une goutte épaisse positive avec de la fièvre, et donc on soigne comme un paludisme. Il y a une autre école qui est l'école des cliniques où j'appartiens, qui estime que il faut tout simplement observer. Pourquoi? Parce que il a été démontré que les plasmodiopoles qui se fixent au niveau de la cellule, il faut qu'ils trouvent des récepteurs. Et les récepteurs qu'on a au niveau ne sont pas les mêmes qu'on a au niveau du globule rouge de l'enfant. Donc, on pense que c'est vraiment deux espèces différentes et que c'est difficile de conclure que ça vient de la mère, mais aussi, il a si bien dit, les anticorps maternels, surtout en milieu endémique, mais aussi les nouveau-nés généralement, au premier mois, ils sont nourris avec le lait maternel pauvre en papa, donc ce qui protège encore l'enfant. C'est comme ça que nous nous observons.
nous observons, et généralement, avec l'expérience des cliniques, dans les 3-7 jours, cette goutte épaisse, c'est négatif et tout redevient normal. Plutôt, on trouve que la plupart de ces enfants-là qui ont la fièvre, de ces nouveau-nés qui ont la fièvre, ont une infection néonatale. Mais comme il a si bien dit, je crois que nous devons nous asseoir pour refaire des études sérieuses, cette fois-là en utilisant même le PCR, la PCR, pour voir si les plasmodiums qu'on a trouvés chez la mère est le même qu'on trouve chez les nouveau-nés, pour que nous puissions avoir beaucoup de certitude sur l'existence du paludisme congénital. Mais ce qu'il a dit là, c'est tout à fait juste. Alors, je voudrais terminer en disant que dans mon expérience, on constate de plus en plus que les grands enfants, parce que vous savez que les paludismes, c'est l'apanage des enfants de moins de 5 ans. Pour des raisons que vous connaissez, leur immunité n'est pas encore suffisante. Mais pour une forme, c'est-à-dire la fièvre bilieuse hémoglobinurique, celle-là, elle est plus observée chez les grands enfants. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, ça fait comme l'objet de nos études pour montrer que ces enfants-là n'ont pas une bonne transition immunologique. Ils se comportent sur le plan immunologique comme des expatriés. Et c'est là appuyé par quelques facteurs génétiques. Donc, quand vous avez ces grands enfants à qui on donne la quinine et qui hémolysent, il faut bien les prendre en charge. Il faut vraiment essayer de les hyperhydrater pour éliminer cette hémoglobine qui est toxique. Il faut stopper directement la quinine, il faut donner les Sunat et il faut voir si leurs reins continuent à fonctionner normalement, parce que la plupart de ces enfants, quand ils font l'insuffisance rénale, surtout à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa, la dialyse coûte ce qu'elle coûte, et donc souvent nous les perdons. Ce qui fait que cette forme est plus observée chez les grands enfants au-delà de 5 ans, contrairement à ce qui est décrit dans la littérature. Bon, autre chose aussi, vous savez, comme on l'a toujours dit, que l'anémie au cours du paludisme, c'est une anémie par hémolyse. Mais les études que nous avons faites ont montré que la grande composante est même centrale, parce qu'il y a une dysérythropoïèse importante pendant le paludisme qui fait que l'anémie, c'est une anémie mixte. Elle est à la fois périphérique et centrale. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on va nous poser. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais nous insistons sur le respect des directives du programme pour nous permettre de faire une lutte qui soit optimale. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre réponse et votre expérience. Mais nous avons quelques questions aussi qui nous parviennent ici, comme la première question qui nous vient de Kinshasa. C'est M. Mbongo qui dit ceci: une patiente ou un malade qui a les urines Coca-Cola, il fait la fièvre, mais la goutte épaisse continue à être positive malgré les traitements à l'artésinate. Que faire? Ça, c'est votre première question, si vous pouvez noter. Et la deuxième question, c'est aussi, on vous pose aussi la question de savoir pourquoi on a aboli la dose de charge. La dose de charge lorsque on administre la quinine. Pourquoi? Est-ce qu'il y a-t-il une raison particulière? C'est monsieur, la question nous revient de Lubumbashi, c'est monsieur Shima Nzondo qui pose cette question. Si vous pouvez répondre à cette question. Et on va directement donner la parole au professeur Dr Mbanzoul aussi pour poser quelques questions. Merci beaucoup, modérateur, pour la parole. C'est vrai que la fièvre bilieuse hémoglobinurique, quand on a les urines Coca-Cola, il faut supprimer la quinine et donner l'artésunate. En principe, quand c'est la bonne artésunate, ça marche. Parce que redonner la quinine chez ces patients, c'est très, très, très délicat. Il est vrai que dans la physiopathologie, on incrimine aussi des facteurs immunologiques. On ne va pas rentrer là-dedans. Et il y a certaines écoles qui recommandaient qu'on continue avec la quinine, mais en donnant des corticoïdes. Ça, c'est une école. Mais pour notre école, il faut trouver
la bonne molécule d'artésunate qu'il faut donner. Quand c'est donné correctement, généralement, ça va négativer la parastémie et ça va guérir le patient. Mais je voudrais souligner en disant que les urines Coca-Cola ne signifient pas seulement fièvre bilieuse hémoglobinurique. Ça peut être la fièvre bilieuse hémoglobinurique, ça peut être le syndrome hémolytique et urémique, ça peut être une déficience en G6PD chez un malade qui a pris un produit oxydant, ça peut être une leptospirose, malheureusement qu'on ne diagnostique pas chez nous parce qu'on n'a pas souvent les réactifs pour ça. Ça peut être des infections virales à hantavirus. Donc, ça peut être aussi une anémie toxique. Donc, il y a plusieurs hypothèses qu'il faut évoquer devant les urines Coca-Cola en fonction de la symptomatologie en présence. Mais si c'est la fièvre bilieuse hémoglobinurique, les traitements, c'est celui-là. C'est l'artésunate injectable. Il faut hyperhydrater, comme je l'ai dit, forcer la durée s'il y a une anurie. Cherchez la bonne molécule de l'artésunate. Donnez la quinine. Si vous n'avez pas l'artésunate, alors à ce moment-là, prenez soin de donner les corticoïdes parce qu'il y a une forte réaction immunologique qui est impliquée dans la survenue de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Mais ça, c'est vraiment en seconde intention lorsque l'artésunate, la bonne molécule d'artésunate, n'est pas disponible. Alors, par rapport à la deuxième question, oui, on a aboli la dose de charge. Déjà, avant d'abolir la dose de charge, il y avait des contre-indications de cette dose de charge. La première contre-indication, c'est lorsque le malade a reçu la quinine dans les 24 heures. Deuxième, lorsque le malade a reçu la mefloquine dans les 7 jours. Mais il y a d'autres contre-indications qui se sont ajoutées. 1. Lorsque on n'est pas capable de peser le malade. Vous savez, le malade, il arrive, il est en coma, nos balances longitudinales, souvent, il n'y en a pas. Donc, il faut estimer le poids. À ce moment-là, il ne faut pas donner la dose de charge. Une autre contre-indication qu'on a ajoutée, c'est que lorsque le médecin qui a placé la perfusion ne peut pas lui-même suivre cette perfusion des décharges, il ne faut pas la donner. Or, vous savez, parfois, vous donnez les instructions, mais ce n'est pas vous qui suivez. Une autre communication, lorsque vous n'avez pas les moyens de prendre en charge l'intoxication à la quinine, alors il ne faut pas donner la dose de charge. Or, docteur, vous connaissez les complications de la quinine, que ce soit sur le plan cardiaque, sur le plan rénal, sur le plan de destruction des globules rouges. Donc, c'est une prise en charge qui nécessite tout un arsenal, parce que ça peut même vous conduire à une dialyse. Et quand on a constaté que même sans cette dose de charge, l'efficacité est la même, l'OMS a donc décidé de supprimer ou d'abolir cette dose de charge. Donc, chers confrères, l'OMS ne recommande plus la dose de charge. Donc, ne la donnons plus. L'efficacité est la même. Vous savez que quand on a commencé à donner la quinine, les doses étaient de 16 mg par kilo, c'est monté à 20, c'est monté à 24. Donc, ça augmente. Mais on s'est rendu compte qu'en donnant 20 mg en perfusion pendant 24 heures, on a la même efficacité. Et si vous donnez cette dose de charge qui expose les malades à toutes ces complications-là, c'est comme ça qu'on l'a aboli. Et faites l'expérience sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas nécessaire, cette dose de charge-là, elle est plutôt nuisible. C'est comme ça que l'OMS l'a aboli. Merci beaucoup, cher professeur, pour des réponses pertinentes. Nous pensons que, cher docteur, vous êtes satisfait par rapport à vos préoccupations. Maintenant, je pose une deuxième série de questions au professeur docteur Mbanzoulou. Ça, c'est ma question, je pose au professeur. Professeur Mbanzoulou, moi, vraiment dans la pratique, c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile parce que par rapport à votre exposé, vous avez dit et vous nous avez enseigné que le paludisme chez la femme enceinte est grave. Et au premier trimestre, nous n'avons que la quinine pour donner ça. Mais c'est vraiment compliqué parce que quand tu donnes à une femme enceinte la quinine, tantôt c'est la non-observance, elle ne prend pas,
Tantôt, elle refuse, elle dit que c'est un médicament abortif et tout. Ce sont des molécules comme ça. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à votre expérience? Merci beaucoup. La difficulté que vous avez rencontrée, nous l'avons aussi rencontrée depuis toujours. Mais d'abord, on doit savoir que la quinine n'est pas un abortif à des doses thérapeutiques. Ce n'est pas un abortif. Et aujourd'hui, c'est la quinine qui est recommandée au premier trimestre de la grossesse. Et puis, deuxièmement, on sait que la quinine, ça joue aussi le rôle d'ocytocique mineur. Alors, on peut avoir la malaria elle-même, créer la température, la fièvre. Et cette fièvre est à libération des cytokines, et les cytokines sont en même temps fébrifuges et sont en même temps, n'est-ce pas, qui peuvent aussi créer des contractions. C'est pour cela que dans le traitement, on conseille toujours, n'est-ce pas, un médicament qui va faire baisser, n'est-ce pas, la température. Mais la quinine, c'est la seule molécule que nous avons maintenant, que nous pouvons utiliser au premier trimestre, bien que les combinaisons thérapeutiques sont essayées maintenant au premier trimestre. C'est toujours parce qu'on fait l'expérimentation humaine chez une femme enceinte. Donc là, ça pose des problèmes. Mais ce qu'il faut retenir, que la quinine n'est pas un abortif aux doses thérapeutiques. Mais ce qu'il faut, il faut bien parler avec votre femme, vous expliquer. Si vous avez bien expliqué, et si la femme a confiance en vous, elle comprendra, elle prendra. Et j'ai eu les mêmes difficultés, mais j'explique, et les femmes acceptent, et on n'a pas des avortements en tout cas, quand on prend toutes ces précautions-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous allons expliquer. Nous allons toujours continuer à expliquer, malgré que c'est difficile, hein, mais nous allons expliquer. Ouais, avec les rumeurs, les rumeurs dans la cité, ça va plus vite que des bonnes solutions. Mais je crois que les autres praticiens aussi qui voient ça, qui comprennent, ils vont noter que la quinine n'est pas un abortif. Si on les donne à des doses appropriées, nous aurons des effets bénéfiques pour notre patient. Professeur Baud, il y a une question en provenance de Lubumbashi toujours, où le docteur, je n'ai pas noté son nom, il veut savoir il y a combien de types de paludisme ou de formes de paludisme graves chez les enfants. OK. Pour la question, actuellement, les formes les plus fréquentes qui ont une nomenclature par l'OMS, c'est 3 formes. Nous avons le neuropaludisme. Lorsque vous avez un coma profond chez un patient qui a une goutte épaisse positive, vous pouvez évoquer un neuropaludisme. La deuxième, c'est la forme anémique, les paludismes graves forme anémique. Lorsque vous avez un enfant qui a une goutte épaisse positive, avec une pâleur, avec des taux d'hémoglobine en dessous de 5 grammes par décilitre, on évoque les paludismes graves forme anémique. Il y a une forme qui émerge maintenant, c'est la forme respiratoire. Quand vous avez un enfant qui a une détresse respiratoire, une respiration ample et profonde, donc une respiration acidosique, avec une auscultation qui est tout à fait normale, à ce moment-là, on parle du paludisme grave, forme respiratoire. Ici, au fait, c'est une expression respiratoire d'une acidose profonde. Alors, les autres sont considérés comme étant des complications. Donc, paludisme compliqué d'obnubilation, compliqué de prostration, compliqué tout ce que nous avons donné comme signe de gravité. Dans tous les cas, certains pensent que c'est un débat académique parce que au finish, il faut soigner et les traitements se font de la même façon. Mais en termes de nomenclature, donc ce sont les 3 formes qui émergent, qui sont les plus fréquentes, qui sont nomenclaturées par l'OMS, le neuropaludisme, les paludismes graves forme anémique et les paludismes graves forme respiratoire. Les autres étant considérés comme étant des complications. C'est vrai qu'il y a la fièvre bulieuse qui prend de l'ampleur aussi, mais n'est pas encore
nomenclaturée comme telle, mais nous la considérons aussi comme étant une forme grave de paludisme. Merci beaucoup. Il y a encore une autre question pour le prof Bodi. Le prof Bodi, il y a un confrère qui veut savoir, après avoir traité avec artésinate, il doit faire les relais avec quelle molécule? Est-ce qu'il peut faire avec la quinine ou bien avec les combinaisons thérapeutiques à base des artémisines? Par rapport à votre expérience, ça vraiment, il veut savoir, il compte sur ça. Et la même question aussi, si les profs Manzoulou, vous pouvez ajouter un mot par rapport à ça. Mais les profs Bodi, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je prends professeur Manzoulou à témoin parce que nous étions avec lui à Sultani lorsque nous avons décanté cette question. Nous avons dit ceci, que lorsque le malade a reçu l'artésunate injectable, que les relais s'effacent avec un ACT, donc une combinaison à base d'artémisinine. Tandis que lorsque le malade a reçu la quinine, que les relais s'effacent avec la quinine Péros associée à la clindamycine. C'est vrai que dernièrement, lors d'une des réunions, il y a le programme national qui a ouvert une autre petite brèche en disant que même si le malade a reçu la quinine, on peut faire le relais avec un ACT. Bon, c'est une pratique qui devient courante. Peut-être qu'il faudra qu'on en rediscute encore au niveau des experts, mais sinon, je me souviens bien qu'à Sultani, nous avons demandé que ceux qui ont pris la quinine soient relayés avec la quinine Péros et l'artésunate avec un ACT. Sûrement, professeur Manzoulou va ajouter quelque chose parce que c'est lui qui était le ténor de cette thèse-là. Je me souviens très bien. Donc, je crois qu'il peut encore ajouter quelque chose là-dessus. Oui, professeur Manzoulou, si vous pouvez nous enrichir un peu avec les idées. Merci beaucoup. La parole. Merci beaucoup. En fait, quand on a commencé avec la quinine, il est logique qu'on continue avec la même molécule. Pourquoi changer? Mais ceux qui veulent maintenant changer disent que la forme au départ était la forme grave. Quand vous devez passer, n'est-ce pas, par la voie orale, on n'a plus affaire à la forme grave, que c'est devenu la forme simple. Alors, si on a la forme simple, toutes les molécules peuvent être utilisées. Mais logiquement, quand on fait un bon raisonnement, de ces jours-là, j'avais dit au professeur Dibodi d'ailleurs que si vous voulez me faire des bitoto, c'est le terme que j'avais utilisé, c'est-à-dire que vous avez l'amalgame, n'est-ce pas? Dans un même repas, vous avez des madessous, vous avez des poundous, vous avez beaucoup de composants. Alors finalement, quand vous allez prendre ça, ça dépend, hein, votre organisme, comment il va supporter ça. Hein. Si je supporte, ça va, mais si je ne supporte pas, vous aurez conséquences. Donc, logiquement, il est plus facile, n'est-ce pas, de continuer avec la même molécule qu'on a commencé. Mais les deux tendances s'équivalent. Pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé avec la quinine, j'ai continué avec la quinine. Quand j'ai commencé avec l'artésunate, j'ai continué avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et si vous faites le contraire, puisque les programmes commencent à accepter ça, je crois qu'on ne vous condamnera pas trop. Et si je vous rencontre, je vous dirai quand même que vous avez donné des bitoto, mais enfin, on accepte. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Merci, professeur Manzoulou. Il y a encore une autre question adressée au professeur Manzoulou. La question est la suivante. Quelle est l'influence du paludisme chez la femme enceinte? En provenance de Kisangani, c'est docteur Moukala. Merci pour la question. Vous savez, quand la femme est enceinte, pour que la grossesse puisse continuer normalement, il faut qu'il y ait une baisse de l'immunité. Mais malheureusement, cette baisse de l'immunité qui va protéger la grossesse va mettre en danger, elle va exposer la femme. Donc, quand le paludisme est à cours de la grossesse, il y a interaction. Il y a l'influence de paludisme lui-même sur la grossesse. Eh bien, vous aurez beaucoup d'anémie, vous aurez toutes ces pathologies, menaces d'avortement, menaces d'accouchement prématuré, tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, des conséquences du paludisme. Et même l'enfant aussi
Et en fait, je pense que une mortalité, n'est-ce pas, très élevée. Donc, ça, c'est l'influence. Mais l'influence de la grossesse sur le paludisme aussi existe. Qu'est-ce qu'on constate? Que la femme, pendant la grossesse, fait beaucoup de crises de paludisme, comparativement à la femme qui n'est pas enceinte. D'ailleurs, nous avons fait des études ici. Ici à Kinshasa, nous avons prouvé qu'au cours de la grossesse, il y a presque 21% des femmes qui font des crises, alors que chez les femmes qui ne sont pas enceintes, il ne faut que 4%. Vous voyez la nette différence. Donc, il y a une influence directe du paludisme sur de la grossesse sur le paludisme. Mais aussi, on a constaté que souvent, au cours de la grossesse, le paludisme qu'on fait, souvent, chez nous, nous avons le Plasmodium falciparum, qui est le parasite qui donne la plupart de tous les paludismes que nous avons. Et vous avez souvent un paludisme grave. Et là, on a eu des épidémies. Eh bien, on a trouvé, n'est-ce pas, des allures épidémiques chez les femmes enceintes de paludisme. Mais ce n'est pas tout le temps. Mais en tout cas, il y a une interaction paludisme sur la grossesse et vice-versa, grossesse sur le paludisme. Merci beaucoup pour votre réponse, professeur Mbanzulu. Il y a peut-être une dernière question. Les autres qu'on n'a pas répondu, on va continuer à vous répondre. Ce n'est pas grave à vos préoccupations. Aline, professeur Bodi, il y a une dernière question pour vous. Et la question, c'est la suivante. Que faire en milieu rural, là où on n'a pas des anti-paludiques vraiment efficaces? Ils disent que là, ils n'ont pas Sunat. Que faire? Là où il n'y a pas Sunat, on fait quoi? Merci beaucoup pour cette question. Bon, le programme, c'est un programme national. C'est un programme national qui doit être respecté sur toute l'étendue de la République. C'est bien dommage qu'il y ait des coins où il manque de produits, mais je sais que le ministère fait des efforts pour alimenter les zones de santé en antipaludique. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais sinon, si vraiment on n'a pas Sunat, on n'a pas l'artisanat injectable, bon, on passe alors à la quinine tout en respectant ce qui est dit, que la quinine ne se donne plus 3 fois, mais c'est 2 fois. La quinine, quand on la donne, on ne donne plus la dose de charge, on passe directement la dose d'entretien de 10 mg par kilo, et que quand le malade est capable de boire, on passe maintenant à la quinine péros associée à la clindamycine. Bon, on va encore me dire qu'il n'y a pas la clindamycine en milieu rural. Bon, je crois que nous ne devons pas prendre les exceptions pour changer les directives. Les directives sont là. C'est plutôt les organisations qui doivent faire les efforts pour obtenir les médicaments nécessaires et efficaces pour soigner les gens, même ceux qui sont à l'intérieur, parce que ceux-là, ils ont les mêmes droits que ceux qui sont en ville. Ils doivent être soignés avec les mêmes molécules efficaces. Parce qu'en termes de prise en charge du paludisme, quand vous utilisez des molécules qui ne sont pas efficaces, c'est vraiment une catastrophe. Donc, s'il n'y a pas Sunat, bon, on recourt à la quinine parce qu'il faut sauver toutes ces villes. Merci beaucoup, professeur. C'est aussi un appel à Shalina pour disponibiliser Sunat partout. On voit qu'il y a des coins où ça manque, mais je crois que les délégués nous suivent. Ils vont disponibiliser ça. Nous sommes très reconnaissants pour votre temps. Vous nous avez donné votre temps. Nous vous disons merci. Cet échange constructif, vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous avons eu 118 questions, mais nous n'avons répondu qu'à 12 questions, malheureusement. L'État nous est imparti. Nous allons continuer à répondre à certaines questions en ligne et on vous fera signe par rapport à Shalina qui va envoyer les liens. Merci beaucoup en tout cas aussi à Shalina qui nous a donné l'opportunité d'avoir cet échange avec beaucoup de médecins. C'est un échange constructif. Hein. Ça nous a vraiment aidé parce qu'à ces temps de Covid-19, nous voir avec les médecins physiquement comme ça, c'est difficile. Les réunions du matin, les nombres limités. Vraiment, nous avons atteint beaucoup de personnes, je crois dans des 4000. Hein. Nous sommes très, très contents et nous remercions Shalina et nous leur demandons de continuer comme ça.
Ça va vraiment nous aider à voir les messages partout, quoi. Nous vous disons encore une fois de plus merci et au revoir. Professeur, vous avez un mot, le professeur Mbanzoul, vous avez des mots à dire à la fin, le professeur Bodi, tout. Ben, le mot à dire que le paludisme est un problème de santé publique. Et pour essayer d'arriver à résoudre ces problèmes, il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Que les chercheurs continuent, que ceux qui sont sur le terrain suivent les directives et que ceux qui sont malades se présentent à temps, qui n'attendent pas de complications. Parce que quand on arrive au stade de complications, la prise en charge devient très difficile et puis le traitement devient trop lourd. Et puis alors, la mort vient assez rapidement. Merci. Donc, je peux dire. Merci beaucoup. Je crois que le professeur Mbanzoul a bien clôturé. C'est dommage, il y a 118 questions. Nous n'avons répondu qu'à 12, donc il reste pratiquement un grand nombre de questions. Nous allons voir si on peut nous transmettre ces questions et nous verrons comment, par Shalina, répondre aux confrères qui ont besoin de réponses. Faute de temps, on ne sait pas répondre à toutes ces questions. Je crois que nous allons charger Shalina pour qu'il nous transmette ces questions. Comme ça, on peut répondre prochainement, toujours par ligne. Sinon, nous disons merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Nous sommes très contents. Merci à tout le monde, ceux qui s'étaient connectés. En tout cas, merci. Nous vous disons au revoir. Protégez-vous bien, les gestes barrières. Appliquez ça bien et au revoir. À la prochaine occasion. Bye.